recording, et on était ici. Donc on sait que le rein, il produit l'érythropoïétine quand il n'y a pas assez d'oxygène. Alors on produit des globules rouges, c'est l'érythropoïétine. Et le rein, il produit aussi la rénine. Et la rénine, elle intervient dans dans la chaîne qui régule la vasoconstriction, vasodilatation, la tension artérielle. Donc c'est vraiment très important le rein. Donc, c'est ces fameux trucs avec l'angiotensine 1, angiotensine 2, les récepteurs de l'angiotensine 2, et toutes ces choses qui font que les vaisseaux sont plus concentrés, plus comprimés, quoi, plus compressés. Mhm. Et continuons avec l'endocrinien. Ah, donc on a vu qu'il y a hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénal, rein. Le pancréas aussi il produit de l'insuline. La glande pinéale dans le cerveau qui produit la mélatonine. Les poumons qui produisent aussi, on a parlé, quand par exemple on fait une activité sexuelle intense, eh ben, on respire de façon très intense, mais on produit certains, certaines protéines, certaines molécules qui sont très psychotropes. Le thymus, la prostate, les testicules, les ovaires. Hein, les ovaires, on a vu, hein, produisent les oestrogènes. Et les oestrogènes, bah, en fait, et les progestérones interviennent, hein, sont des hormones, hein, puisqu'elles agissent à distance. Les testicules, hein, avec la testostérone, ben ça, c'est carrément une hormone, hein. Et donc, ça fait quand même un certain nombre d'organes qui sont en fonction partout dans l'organisme. Ils produisent des hormones. On sait aussi que les hormones, on n'en produit pas toute la même quantité toute sa vie. Il y a une espèce d'évolution avec l'âge. Par exemple, ici, on voit que la mélatonine, on en produit surtout quand on est jeune. Et puis après, on en produit de moins en moins. Par ici, c'est l'hormone de croissance. C'est en allemand, Wachstum, de croissance. Wachstumhormone, l'hormone de croissance. Bah oui, on en produit surtout quand on est en pleine croissance. Après, on en produit beaucoup moins. Et puis ici, en rouge, on voit c'est la DHEA. Euh, je dirais ce que c'est après. Ici, on a la testostérone. Bah oui, c'est surtout entre 20, 30, 40, après 50, après on n'en produit plus. Beaucoup moins, hein. Ici, l'œstrogène, hein, bah là, c'est pendant toute la vie. Bah oui, parce qu'en fait, si tu prends moins de mélatonine, là, effectivement, voilà, si tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu prends de moins en moins de mélatonine. Et or, la mélatonine, c'est très bon. C'est un antioxydant, ça stimule l'immunité, ça. Hmm. Donc, on a de moins en moins de capacité de production. Ici, on voit la testostérone. Là, on en a. À l'adolescence, t'as un pic, et puis après, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et en fait, t'en as de moins en moins. Ça dépend d'un individu à l'autre, hein. Il y a des gens qui restent hauts. Ça va dépendre d'une personne à l'autre aussi. C'est en moyenne, hein, dans la population. C'est pas au Brésil, peut-être c'est différent aussi. Ça dépend de quelle population, mais. Alors, ça doit être, ça c'est en Europe, c'est en Allemagne, en fait, c'est écrit en allemand, hein. Durch, ça y est, c'est Durchschnittler. Oui, voilà, c'est ça, oui. Alors, peut-être que c'est différent, mais bon, pas très différent, mais en fait, il va y avoir la même tendance, tu vois. Mais
Voilà. Alors, revenons à l'hypothalamus. Donc, on a déjà vu tout plein de fois l'hypothalamus, donc on est à l'aise, hein. Il nous fait plus peur, l'hypothalamus. C'est pas un petit hypothalamus qui va nous impressionner. Voilà. Donc, on sait où ça se trouve, c'est dans le cerveau. On sait que c'est lié au thalamus, un peu le chef d'orchestre, ok? Et donc, ici, on est vraiment, on a deux parties, une partie avant, une partie arrière, ok? Alors, on produit de la thyroïde, thyrotropine releasing hormone, la THRH, TRH, qui va agir sur la thyroïde. Bon, ok. La corticotropine releasing hormone, il va agir au niveau de l'hypophyse pour déclencher l'adrénocorticotropique hormone. On va avoir l'hormone de croissance. Ah, l'hormone de croissance. Growth hormone releasing hormone. Alors ça, ce qui stimule ça, bah, si on a beaucoup d'acides aminés dans le sang, si on a beaucoup en glucose bas, si on a peu d'acides gras, si on fait de l'exercice physique, les médicaments aussi interviennent là-dessus. Donc l'hormone de croissance, très important. Mais ça, c'est l'hormone qui déclenche l'hormone de croissance. Parce que comme tu vois, il y a une cascade ici, hein, souvent, entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Tu vois, on produit ici le précurseur. Après, ça va dans les. Tu vois, t'as beaucoup de vaisseaux sanguins ici qui vont irriguer euh, l'hypophyse et c'est l'hypophyse qui produit l'hormone de croissance, tu vois. Mais quand même, c'est quand même le déclencheur, c'est Growth Hormone Releasing Hormone, c'est la GHRH, qui va déclencher la growth hormone, l'hormone de croissance. Tu as aussi la dopamine. Ah, on a vu la dopamine, super, ça c'est chouette, c'est bon la dopamine. C'est le plaisir à l'état brut, chouette. Euh, les gonadotropin releasing hormones, GnRH, c'est celles qui vont déclencher par la suite, hein, la GnRH, gonadotropin releasing hormone, vont déclencher chez la femme au niveau de l'hypophyse les LH et FSH. De la même façon, chez l'homme, même chose. C'est la GnRH qui va déclencher dans l'hypophyse la LH et la FSH. Pareil. Donc, parce que tu posais la question, quelle différence entre un homme et une femme? Et c'est vrai qu'on voit, il y a plein de choses en commun entre l'homme et la femme, hein. Mais c'est pas parce qu'on a des choses en commun qu'on est les mains. Sinon, ça fonctionnerait pas. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, on a aussi, on a aussi des neurones qui pointent directement vers l'hypophyse. En fait, on a des glandes ici qui vont circuler dans la circulation, ici, et produire un effet directement sur l'hypophyse, tandis qu'on a des neurones qui démarrent ici et qui vont directement ici. Et donc, au niveau de l'hypophyse, la, thyro- la thyrotropine releasing hormone, la TRH, qui est produite par l'hypothalamus, va activer la thyroïde stimulating hormone. Donc, on a un niveau ici de l'hypothalamus à l'hypophyse, et ensuite on va aller stimuler la thyroïde. Donc on a une cascade d'hormones. Souvent on utilise des cascades. Et quand on a des cascades, pourquoi on fait des cascades en fait? Parce que ça permet de réguler. Parce que chaque fois que tu as une cascade, le niveau d'en dessous peut venir avoir un effet rétroactif, régulateur sur le niveau d'en dessous. Donc chaque fois que tu as une cascade, tu peux réguler. C'est ça. Sinon on aurait des trucs qui vont directement. On a aussi l'adénocorticotropique hormone, euh, qui vient
qui est stimulé par la corticotropine, releasing hormone. Ah, donc ça, on va tout doucement, on sait que ça se passe dans l'hypothalamus, la CRH, la corticotropine releasing hormone, et là on va avoir la corticotropine ou l'adénocorticotropique hormone. Alors ici, celle-là, elle va agir sur l'adrénaline, sur le cortex sur la surrénale, pour produire en fait l'adrénaline. Elle est du vent. Et on a l'hormone de croissance, la GHRH, c'est Growth Hormone Releasing Hormone, c'est celle qui déclenche l'hormone de croissance dans l'hypophyse. Et une fois que l'hormone de croissance part de l'hypophyse, ben ça c'est une hormone à large spectre, et on sait qu'elle va produire tout plein d'effets. Par exemple, ici, elle va produire un effet au niveau du foie, au niveau des muscles, au niveau des os, au niveau des, des adipocytes, c'est des cellules qui stockent les graisses. Hein. En fait, ad- les adipocytes, ouais, en fait, j'aurais pu aussi le mettre dans les exemples de cellules, mais ça, j'aurais dû le faire, en fait. On vite on avait vu différents types de cellules, et on n'avait pas vu ça, les adipocytes. Parce qu'elles ressemblent pas à grand chose, peut-être. C'est des cellules comme les autres, en fait. Donc, elles auraient pu mériter d'être, ouais, ouais. Alors voilà, justement, mais, bah oui. Alors, voilà, ici, j'en ai une belle. Ouais, justement, ben, c'est bien. Euh, attends, ici, j'en ai un joli. Je vais le rajouter. Je vais me permettre de le rajouter dans les. C'est con, j'avais pas mis. Dans les exemples de cellules, j'en ai pas tout, évidemment. On a 200 types de cellules différentes. Mais c'est vrai que celui-là, il mérite de figurer dans les cellules, dans les exemples de cellules. Alors, je vais le mettre. Donc, on est ici. Ah, pardon. On est ici et je retourne à la cellule. Et voilà, et on a des exemples de cellules. Exemple de cellules. Hein, on en a vu un paquet. Et ben, on va rajouter l'adipocyte. Pas de raison qu'il soit pas dedans aussi. Voilà. Adipocyte. Et lui, en fait, il est stimulé par l'hormone de croissance. Puisque là, c'est là qu'on stocke. Tu vois, c'est vraiment, il y a que de la graisse, quoi, tu vois. Une énorme vésicule de graisse. Mais il y a quand même un noyau, il y a quand même des mitochondries, il y a quand même ce qu'il faut pour un appareil de Golgi, etc. Parce qu'en fait, on va stocker les graisses et puis aussi, on va les libérer. Hein, puisqu'on va libérer du glycogène, et ça va devenir du sucre. Donc, on va libérer on va libérer en fait tous ces acides gras qui sont là-dedans pour pouvoir les, ces triglycérides, on va les libérer. Ouais, ouais, parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas beaucoup de place, hein. C'est tout pour la graisse, hein. Ouais. C'est ça, oui. Voilà. Il a pas beaucoup de place pour bosser, là. Où ça, quoi? Non. Attends, hop. Ah non, ça c'est le copyright. C'est le copyright, en fait. C'est ceux qui ont dessiné le truc. C'est le copyright. C'est pas un truc en rapport avec ce qu'il y a dedans. Alors, la mélanine, c'est la glande pinéale.
c'est la glande pinéale, donc dans le cerveau en fait. Je vais te montrer. Parce que j'ai en la cellule qui, la glande pinéale, on va la voir en fait parce qu'elle est vraiment spéciale. Mais c'est donc dans le cerveau, la mélatonine, hein, pas la mélanine, la mélatonine, c'est dans le cerveau, c'est ici. Ah non, c'est pas la même chose. La mélanine, c'est le pigment euh, qu'on trouve dans la peau. Tandis que la mélatonine, c'est une hormone qui est produite par la glande pinéale. Attends, c'est pinéale, pinéale. Alors c'est aussi épiphyse. Ah, ah. Alors oh là là, ben, écoute, elle est au-dessus ici du thalamus. Elle est normalement ici, la glande pinéale, elle est hop. Ah. Bon, je l'avais déjà montré après parce que il faut vraiment se balader dans le cerveau pour aller la trouver. Mais c'est une glande qui se trouve dans le cerveau au-dessus du thalamus. J'ai un schéma où je l'ai, on la verra quand on verra le système nerveux. Et j'ai aussi ici. Je l'ai aussi ici. La glande pinéale, elle se trouve ici. Pinéale, elle se trouve ici dans le cerveau. Et je crois même que j'ai quelque part la cellule. Le schéma de la cellule de de la glande pinéale, parce que c'est une cellule particulière. Mais on verra ça au moment où on verra le cerveau. Donc, retenons, on a l'hypothalamus qui produit la la TRH, thyrotropine releasing hormone, la corticotropine releasing hormone, la GHRH, la growth hormone releasing hormone, la dopamine, qui va déclencher la prolactine et donc qui va déclencher la lactation, la gonadotropine releasing hormone, GnRH, qui va déclencher LH et FSH dans, euh, dans les dans l'hypophyse. Dans l'hypophyse, la thyroid stimulating hormone qui est déclenchée par la TSH du thalamus, qui va venir déclencher une action au niveau de la thyroïde. Donc on a ces phénomènes en cascade, et si on a des cascades, ça permet de faire des régulations, hein, des retours, des rétroactions, enfin. Bien gérer la dose. La corticotropine releasing hormone, elle va aller sur l'adrénaline, elle va, ici, elle va déclencher l'adénocorticotropique hormone, qui elle-même va déclencher euh, des hormones de la glande surrénale au-dessus du rein, autour du rein. Et puis on a l'hormone de croissance, qui est une hormone à large spectre euh, et qui agit sur le système nerveux, sur le système cardiovasculaire, sur le système digestif, sur le système immunitaire, sur le système musculaire et sur le système squelettique. C'est l'hormone pour grandir. Donc, en fait, elle va augmenter le métabolisme, surtout au niveau du foie. Elle va demander elle va faire que les, les adipocytes vont libérer les graisses, les, tous les acides gras pour pouvoir être métabolisés par les cellules. Elle va provoquer l'activité des ostéocytes et des ostéoblastes pour la croissance osseuse. Elle va aussi stimuler la croissance musculaire. C'est tout à fait normal. Voilà. Ça, c'est l'hormone de croissance. Alors, il y a quand même quelque chose à dire par rapport à l'hormone de croissance. C'est que, en fait, au supermarché, tu vas souvent trouver des fruits qui sont pas de saison et qui sont tout frais. Par exemple, faut la trouver. Oui, voilà. C'est pour faire plus joli. Voilà.
Alors tu trouveras des belles tomates toutes fraîches hors saison. Tu vas trouver des pommes vertes comme si elles sortaient elles tombaient de l'arbre. Et alors qu'on est au mois de février, quoi. Et ça, c'est clair qu'on a utilisé ces produits qui sont des analogues de l'hormone de croissance. Alors, donc ce sont en fait des perturbateurs endocriniens. Ils vont interférer l'action de l'hormone de croissance et du coup, c'est très mauvais. C'est absolument mauvais pour la santé. Donc, c'est des poisons. Euh, une autre hormone, et ça on l'a vu tout à l'heure, l'ocytocine, qui est produite par le lobe postérieur de l'hypophyse. L'ocytocine, qui est cette super hormone de l'attachement, qui est stimulée par le don, la douceur, l'harmonie, la chaleur, l'écoute, le regard, le contact physique, l'exercice physique, l'orgasme, les pleurs, la méditation. Superbe. Et elle permet de faire plein de trucs. On a aussi l'hormone antidiurétique par l'hypophyse euh, qui nous ramène en fait à la partie sur le rein. De nouveau, le rein, l'hormone antidiurétique. Hein, on est ici, voilà. Et c'est la fameuse ADH, voilà, hormone antidiurétique produite par l'hypophyse et qui va euh, agir sur la récupération d'eau par le tube, euh, par les néphrons, par le tube néphritique du rein, la partie distale, fameux diagramme avec le rein. Super. Tu vois, tout se tient, hein, tout se ramène à tout. Ah, la vasopressine. La vasopressine, c'est l'hormone peptidique qui régule la vasopressine. Et voilà, c'est une hormone qui agit aussi sur le rein. C'est une hormone peptidique qui régule la réabsorption d'eau dans les reins, influençant ainsi la concentration d'urine et le volume rénal. Elle est principalement libérée en réponse au changement de l'osmolalité sérique du volume sanguin, en maintenant l'homéostasie des fluides. Donc, hop, la vasopressine, hyper important. De nouveau, ça nous ramène au rein. En fait, le rein, il est central par rapport à... Il joue un rôle vraiment central par rapport à... par rapport au... On n'en sort pas des reins. On est toujours... c'est ici. Hop, la vasopressine, c'était ici. La DH et la vasopressine agissent ici sur les aquaporines, récupérer de l'eau. Extra. Endocrinien. Donc là, on a donc en effet. Alors parfois on fait la comparaison, on dit que l'hypothalamus c'est un peu le compositeur de musique et que l'hypophyse c'est le chef d'orchestre. Simplement pour dire qu'il y a une cascade. J'aime pas trop cette comparaison parce que je vois pas trop où ils veulent en venir. Et puis ensuite on a cette glande que je trouve moi extraordinaire. C'est ma préférée en fait. Je sais pas pourquoi, mais la thyroïde. Non, la thyroïde pour moi c'est ma glande préférée. Parce que déjà les Égyptiens, au temps de l'Égypte antique, de l'Antiquité égyptienne, eh bien ils mettaient un scarabée au niveau de la thyroïde et ils disaient que c'était le centre de l'âme. Alors formidable quand même. Ah ben, en fait, j'ai quelques éléments d'indication. En fait, moi j'adore la thyroïde parce que pour moi la thyroïde c'est l'hormone de la joie. Quand quelqu'un est joyeux, quand quelqu'un est encouragé dans la vie, quand quelqu'un n'est pas frustré, il a la gorge déployée, il va avoir une jolie voix, il va, euh, il va avoir une belle thyroïde bien développée et qui va bien fonctionner. Par contre, quand quelqu'un est frustré, on l'engueule tout le temps, on l'humilie facilement, etc. Ben, souvent, ce seront des gens qui vont avoir des thyroïdes qui seront toutes crapotées, ils vont entrer en hypothyroïdie.
Donc c'est en fait, pour moi, une glande hormonale, une glande endocrine qui est très liée aux émotions et à la santé psychique. En plus, on sait que chez les hypothyroïdiques, bah, en fait, ils ont une activité intellectuelle zéro. Ouais. Mhm. Il veut bien. Il veut plus maintenant. Marrant, il veut bien 2 fois et après il veut plus. Je sais pas pourquoi. Пока, Marcel. Ага. Когда возвращаешь? Я это, просто твою справку забрать. М? Я твою справку забрать. А, хорошо. А, спасибо. Mhm. Alors, oui, en fait, la raison pour laquelle j'aime bien aussi, parce que, bon, de nouveau, c'est très personnel, mais en fait, je suis pas le seul, hein. Je pense il y a, il y a des auteurs qui, d'ailleurs, qui ont fondé l'endocrinopsychologie. En fait, quand on s'intéresse à l'endocrinopsychologie, on s'aperçoit du rôle absolument majeur qu'a la glande thyroïde. Parce qu'en fait, c'est ici, si tu veux, c'est quoi en fait? T'as un papillon qui va jusqu'ici et jusque là. Et là, c'est le corps du papillon. Parce que quelqu'un qui est bien joyeux, qui sourit tout le temps, c'est pas mon cas, hein, plutôt, mais qui en fait, il a les ailes du papillon lui montent jusqu'aux oreilles ici. Et ça va jusqu'ici au point. C'est quelqu'un qui, en général, respire bien, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui a la thyroïde bien déployée. Et la thyroïde, et en fait, une thyroïde qui est mal, quelqu'un qui est en hypothyroïdie, particulièrement les enfants, ils ont des résultats catastrophiques à l'école. Zéro, ce sont des zéros. Hein, d'ailleurs, on se souvient du crétinisme alpin, par exemple, qui était une maladie parce qu'il manquait d'iode. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont liées. Quand il n'y a pas de thyroïde, il n'y a pas d'activité cérébrale. C'est aussi simple que ça. C'est la thyroïde qui joue un rôle très important dans les rythmes cérébraux, simplement. Et donc, dans l'activité diurne de la thyroïde, elle va donc l'activité circadienne, le jour et la nuit, etc., elle est exactement en phase avec les différents cycles, les différents rythmes cérébraux, alpha, bêta, gamma, theta, etc. C'est très intéressant en fait. Et donc dans ce que je voulais dire, en fait, le fait sur lequel je veux venir, c'est que c'est pas une bonne idée de considérer qu'il y a un chef d'orchestre, que l'hypothalamus est le chef d'orchestre des glandes endocrines. C'est mieux de considérer une vision où les glandes interagissent les unes par rapport aux autres, un peu de façon, pas comme une démocratie, mais comme d'une façon plus équilibrée. Il n'y a pas vraiment un chef, ou plutôt elles tiennent des fonctions qui sont complémentaires les unes par rapport aux autres, et que donc en fait, il n'y a pas euh, cette vision hypothalamus, hypophyse, surrénale, et puis c'est pas juste parce qu'en fait, si tu regardes la surrénale, l'hypothalamus qui produit euh, la corticotropine releasing hormone, puis la corticotropine, puis l'adrénaline qui sécrète la surrénale qui fait l'adrénaline, et les cortisol, ben, le cortisol il va agir sur le cerveau. Donc en fait, à chaque fois des retours partout. Même si tu regardes euh, hypothalamus qui fait la GnRH, l'hypophyse qui va faire LH-FSH, puis ça va aller dans les, dans les testicules, pour faire sur les cellules de Leydig avec la LH et sur les cellules de Sertoli avec la FSH, ça va faire la testostérone, ça va faire tout ça, et puis ça va produire l'inhibine. Et l'inhibine qui arrive et qui revient et qui dit, hey, ok, j'ai fait assez de spermatozoïdes aujourd'hui, on arrête un peu la LH et la FSH, toi. Et, et pareil chez la femme, hein,
gonadotropin releasing hormone, LHFSH, boum, on va développer les follicules se développent, talalala, ils deviennent un petit peu plus gros, ils commencent à sécréter des oestrogènes, hein, des oestrogènes qui vont circuler dans le sang, revenir ici, ils disent, voilà, allez, on y va encore, puis on a assez, ah, on arrête là maintenant, ça fait le pic de LH, ça fait l'ovulation, hop, c'est tout un concert en fait au niveau de tout l'organisme, hein. Et la thyroïde, elle va sécréter, euh, la thyroïde, elle va faire quoi? Eh bien, on voit ici que un, plusieurs facteurs agissant sur l'hypothalamus, la baisse de l'hormone thyroïdienne, les autres stimulus, le froid, la grossesse, les hautes altitudes et l'hypoglycémie. Ah, alors on va sécréter au niveau de l'hypothalamus la tyrotropine releasing hormone. On envoie. On envoie ça dans le système sanguin. Ça arrive à l'hypophyse ici. Deuxièmement, euh, ah oui. Deuxièmement, l'hypothalamus régit le divers stimulus. L'hypothalamus relâche la thyréolibérine ou thyrotropine releasing hormone dans le système porte hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire le système sanguin ici. Et 4. En réponse à la TSH, l'adénohypophyse, c'est l'hypophyse en fait, libère la thyréotropine, la TSH, Thyroid Stimulating Hormone. Ok? La TSH stimule la libération de l'hormone thyroïdienne. Hormone thyroïdienne ici. L'hormone thyroïdienne agit alors sur les cellules cibles et effecteurs. Alors ça, de nouveau, c'est une cellule à large spectre, hein. Elle va agir au niveau. Donc là, alors là, l'hormone thyroïdienne, qui est liée à une transport, c'est la T3, la T4, elle a deux formes, hein, elle est liée à une protéine de transport, par exemple la globuline, liée à la thyroxine ou à l'albumine. Alors la T3, T4, c'est parce qu'il y a l'iode, hein, c'est une forme qui est iodée, et donc si on n'a pas d'iode, on est embêté, on ne peut pas avoir les deux formes. Alors, cette, comme c'est une hormone qui est euh, elle est pas soluble, il faut qu'elle soit transportée par une globuline ou par une. Il faut qu'il y ait des protéines qui se lient à elle pour pouvoir la transporter dans le sang. Et elles agissent, elles produisent, en fait, comme cette hormone-là, euh, voilà, comment ça on réagit? Par exemple, les, les cellules de neurones vont avoir un métabolisme plus élevé, elles vont euh, absorber plus de glucose. Les neurones vont s'activer, ça va activer les neurones, parce que oui, les neurones, ils vont avoir un métabolisme plus élevé, ils vont mieux absorber plus de glucose. Les hépatocytes, les cellules du foie, elles vont augmenter la glycogénolyse et la néoglucogénèse. La glycogénolyse, c'est qu'on casse le glycogène. On enlève des molécules de glucose du glycogène parce qu'on a besoin d'énergie en fait. Et si on n'a plus assez, ben on va demander à l'organisme de faire du sucre à partir de d'autres molécules. Ce sera la néoglucogénèse. Et oui, oui, l'hépatocyte. Non, le foie. Attends, c'est quoi ta question exactement? Oui, 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 exactement. Et, ou un groupe de cellules, ou par exemple, donc dans le foie, on aura des hépatocytes, qui sont des cellules très spécialisées, qui sont un peu le cerveau du métabolisme biochimique du corps.
Donc tu vas trouver des hépatocytes dans le foie, tu vas trouver des cellules, des fibroblastes aussi, tu vas trouver différents types de cellules. Tu vas trouver les fameuses cellules de Kupfer. Dans le corps, tu vas trouver des cardiomyocytes. Parce que le corps, bah, il doit battre à fond, il doit être très fort. Donc il y a ces cardiomyocytes qui sont des énormes cellules qui contiennent plein de muscles striés, qui forment un tissu très serré, très robuste. Euh, mais tu vas aussi avoir d'autres tissus, d'autres cellules, mais tu ne vas pas trouver des hépatocytes dans le corps. Dans le pancréas, tu vas trouver des cellules, par exemple, qui produisent l'insuline, les cellules bêta qu'on trouve dans des îlots particuliers, qu'on appelle les îlots de Langerhans, et là, ils vont produire de l'insuline. Tu les trouveras pas dans le foie, tu vas pas les trouver ailleurs non plus. De même que les cellules de... Donc, en fait, effectivement, chaque organe a son type de cellule particulier, mais pas seulement une type de cellule. Par exemple, si tu vas au tube, dans le tube digestif, bah, tu vas avoir les plaques de Peyer, par exemple, et puis tu vas avoir des cellules épithéliales, tu vas avoir les kilomicrons, tout ça, ça sera particulier de, de tube digestif. Si tu vas dans le poumon, tu vas trouver dans les alvéoles pulmonaires, tu vas te trouver des petits pneumatocytes, des pneumatocytes qui vont bons pour absorber l'oxygène, et puis tu vas trouver des pneumatocytes qui vont sécréter du mucus. Et en fait, ah, super. C'est là. Génial. Super. Génial. Ok. Et donc ça, en fait, donc on va trouver différents types de cellules, mais ils ont des récepteurs. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des récepteurs de l'hormone thyroïdienne. Et donc l'hormone thyroïdienne va pouvoir agir ici sur les cellules adipeuses. Par exemple, là, on va augmenter la lipolyse, c'est-à-dire on va dissoudre les graisses, produire les acides gras parce qu'on en a besoin pour le métabolisme. On va réduire la lipogénèse, on va arrêter de fabriquer de la graisse. Les poumons, on va accélérer la fréquence respiratoire. Euh, Au niveau du corps, on va accélérer la fréquence cardiaque, augmenter la force de contraction. Donc l'hormone thyroïdienne, c'est vraiment pour une hormone un peu d'action, hein, d'action, de métabolisme, etc. Et on a hein, d'autres hormones. Hein, ici, on a la thyroïde avec l'hormone thyroïdienne, mais on a aussi la parathyroïde qui se trouve, en fait, c'est un autre groupe de cellules situé dans le même organe, en fait. Et là, on avait déjà vu, en fait, que quand il y a trop de calcium quand il n'y a pas assez de calcium dans le sang, on va produire, euh, les cellules parathyroïdiennes vont produire l'hormone parathyroïde, il va agir au niveau du rein pour récupérer du calcium. Ça, on l'avait déjà vu. Et par contre, quand on a trop de calcium dans le sang, eh bien, il y a d'autres cellules, euh, qui sont les cellules parafolliculaires, qui vont sécréter la calcitonine. Et la calcitonine va augmenter le calcium, va faire baisser le calcium dans le sang. Donc là, ça se passe au niveau du rein, de nouveau. Donc on voit que le rein, il a vraiment c'est ça que c'est un organe vital parmi tous. Eh bien, en fait, parce qu'il il est au cœur de tous ces mécanismes-là, hein. Donc, si on retourne au système excrétor, si on retourne à ce fameux diagramme dur à avaler, mais finalement pas si que ça, non, tu vois que si on est en hypocalcémie, donc il n'y a pas assez de calcium, et ben, hop, les cellules de la parathyroïde vont sécréter la hormone parathyroïde qui va agir sur les cellules du tube du néphron, donc du tube, des petits tubes qui ont les reins, pour demander qu'on récupère du calcium, hein, parce qu'il en faut plus, il n'y en a pas assez. C'est pratique, hein. Alors, l'autre, la calcitonine, va agir différent, de façon légèrement différente. Et voilà.
je retourne à l'endocrinien. Je dis, dès qu'on est dans l'endocrinien, on va toucher absolument à tout, hein. Les cibles. Ah, la calcitonine, les cibles. Ah, ici, c'est il n'y a pas que le rein, en fait. Si on n'a pas assez de calcium, on peut récupérer par le rein, mais on peut aussi récupérer du calcium des os. Donc, on va déclencher l'ostéolyse. C'est-à-dire, on va faire fonctionner plus les ostéoclastes qui vont brouter les os et ça va libérer du calcium qu'on va retrouver dans le sang. On peut aussi essayer de digérer mieux le calcium, donc d'augmenter l'assimilation du calcium et des phosphates par le tube digestif. Et ça sont toutes les actions de l'hormone parathyroïde. Et puis on voit ici par exemple là, c'est les os. Dans les os, on a les ostéoclastes qui broutent, hein, qui décomposent les os, et on a les ostéoblastes qui euh, qui construisent le tissu osseux. Et donc en fait et qu'on défait du tissu osseux, on libère du calcium et du phosphate. Donc quelqu'un qui a pas assez de calcium. Donc on a deux types de cellules. Pardon. C'est moi qui t'écoute pas, je t'écoute. Hmm. Bon, d'accord. En fait, pour le tissu osseux, on a des cellules qui construisent l'os, qu'on appelle les ostéoblastes. Elles vont déposer de l'os, elles vont fabriquer l'os, en fait. Et puis on a des cellules qui détruisent l'os. Elles le broutent, elles creusent l'os. En fait, nos os sont constamment en refonte, tout le temps. C'est pas des trucs qui sont figés. Et en fait, en permanence, on a des cellules qui détruisent nos os et des cellules qui reconstruisent nos os. Et quand on détruit les os, on les ostéoclastes, parce que le claste, ostéoclastes, ils détruisent et ostéoclastes, ils construisent. Attends, je vais te le mettre sur le, le dialogue. Ostéoclaste, lui, il détruit l'os. Enfin, il détruit, il broute l'os, donc il décompose l'os. Et l'ostéoblaste, il construit. En fait, il fait un dépôt de tissu osseux. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, l'os. Et comme le tissu osseux est plein de calcium et de phosphate, ben, en fait, quand tu détruis l'os, eh ben, tu libères du calcium et du phosphate. Et c'est un effet qui est de l'hormone parathyroïde. Donc, ouais, les hormones, ça a des actions vraiment très variées, hein. Et hum, la glande surrénale. Alors ça, c'est encore une autre chose. Donc quand on est stressé, quand on doit agir, quand on rencontre un stress imminent, l'hypothalamus va déclencher de la corticotropine releasing hormone, ici, la CRH, qui va aller dans le sang, ici. Hop. Ça va arriver à l'hypophyse, et à l'hypophyse, on va balancer de l'adrénocorticotropique hormone. Et puis l'adrénocorticotropique hormone va aller dans le sang, et elle va aboutir à, euh, voilà, ici on a l'adénocorticotropique hormone, elle va aboutir dans les glandes surrénales, donc pas les reins, mais ce qui se trouve au-dessus des reins, les petits chapeaux qui se trouvent au-dessus des reins. Et c'est les cellules de
de la surrénale vont produire du cortisol et de l'adrénaline. L'adrénaline, yo, mayo, c'est vraiment très très fort pour se mettre en action, hein. Et ça va donc là les actions que ça va avoir, bah, ça va avoir des actions sur le foie qui va transformer le glycogène en glucose. Il faut plus de sucre, hein. L'augmentation de la pression sanguine, la transpiration accrue, la respiration plus rapide, l'accélération du rythme cardiaque, la vision rétrécie, on veut faire attention, se focaliser sur ce qu'on voit, et la digestion ralentie. Tout ça, c'est relié, bien entendu, au système nerveux qu'on appelle orthosympathique. Hmm. Euh, donc, l'adrénaline, c'est le bon stress, quoi. Si tu marches dans la forêt et tout d'un coup tu vois une grosse araignée, ah voilà, t'es au Brésil, moi ça m'est arrivé en fait. T'es au Brésil, il y a très longtemps. J'étais tout jeune, j'avais économisé pendant 6 mois, puis je suis allé au Brésil. Et j'étais du côté de Salvatore de Bahia. Et là, je suis une rivière, je suis petite rivière, un petit ruisseau, comme ça, dans les bois. Je pénètre dans les bois et je marche sur les cailloux, comme ça. Le soleil, il allait de la mer vers l'intérieur de la forêt. Donc je marche, je vois des pierres, je saute de pierre en pierre, tu vois. Et j'étais content, je chantais, tu vois, il n'y avait pas de stress, quoi. Et puis, à un certain moment, au bout d'une heure ou deux de marche, d'avoir sauté des centaines et des milliers de cailloux de pierre en pierre sur le long de la rivière, je me couche sur une grosse pierre et je profite du soleil. Mais tout d'un coup, je sens comme une présence comme ça, derrière moi, du côté de l'ombre de la pierre. D'ailleurs, je regarde devant moi. Devant moi, j'ai tous les côtés à l'ombre de la pierre. Ils étaient bourrés, mais bourrés de ces espèces d'horribles tarentules, comme ça, des horribles araignées, comme ça, prêtes à te bondir dessus. Hein. Je te dis pas l'adrénaline. Je te dis pas la quantité d'adrénaline que j'ai. Et je suis rentré comme ça, mais avec, tu vois, avec des précautions extrêmes comme ça, en me déplaçant d'une pierre en pierre sans réveiller tous ces bestiaux. Voilà. Alors donc ça, c'était l'adrénaline. Et il y en avait, hein. Et en fait, mais ça, il y en avait. Alors, le cortisol, en fait, est produit aussi en même temps que l'adrénaline. Donc on a l'adrénaline et le cortisol. Alors à faible dose, c'est ok, mais quand c'est haut et fréquent, eh bien, c'est un peu embêtant en fait. C'est même un peu gênant. Hein, si par exemple tous les jours t'es stressé parce que par exemple t'as pas assez d'argent ou je sais pas ou quelque chose comme ça ou t'es avec une personne toxique qui pourrit ta vie ou je ne sais pas ou par exemple t'as un mauvais président ou je sais pas quelque chose comme ça. On s'en fout finalement. La cause peut être multiple. Mais on produit dans le cortex surrénalien le cortisol est souvent appelé l'hormone du stress. Il régule de nombreux processus métaboliques, y compris le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines, etc. Ok, mais si on en produit trop, il va agir de façon pernicieuse. Il va affaiblir le système immunitaire. Il va créer de l'anxiété, de la dépression, des maux de tête. Il va faire de l'inflammation au niveau dans les inflammations avec les microglies, donc les cellules de la glymphe gliale. Des problèmes nerveux vont se produire. Il va y avoir des problèmes digestifs aussi, de la glycémie élevée, de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Donc c'est pas bon en fait, le stress prolongé, c'est pas bon. C'est très mauvais, c'est même mortel en fait. Et par exemple, le stress, il affecte directement l'immunité parce que on a,
Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a pas de raison d'être stressé, en fait? C'est ça le problème, mmh.